Bonjour, je voulais faire une petite vidéo explicative sur le billet de la semaine que j'ai fait, là, donc le blog de la semaine du 13 juillet 2024, où ce que je rentre un peu plus dans le détail du c'est quoi l'approche, le framework macro de vision macro trading, et puis dans lequel j'explique aussi pourquoi je vois qu'il y a peut-être une genre présentement un virage vers la prise de risque, vers les plus petites capitalisations. Donc, en fait, c'est quoi un indicateur d'avancée, c'est quoi un indicateur coïncident, ce que je fais expliquer dans ce billet-là. Un indicateur avancé est un indicateur qui entrevoit une récession, mais plus tard dans le futur. Ils ont flashé rouge pour la majorité des dernières 2 années. On peut voir avec le Conference Board Index qui est en territoire négatif quand même depuis un bon bout de temps. Même chose si on regarde la courbe inversée des taux 3 mois moins 10 ans, qui est un signal qui depuis 1982, là, donc qui n'a aucune mauvaise détection. Est-ce que ça veut dire que si ces signaux-là ont détecté qu'il allait y avoir une récession, que 100% de chances qu'il va y avoir une récession? Évidemment non, il n'y a rien de certain. C'est toujours des probabilités. Il peut y avoir des conditions cette fois-ci qui sont différentes des conditions passées. Autre, on le sait, il y a eu beaucoup de liquidités d'injectées par le gouvernement, le helicopter money. On sait aussi que les Américains ont pu sécuriser des taux d'hypothèque très bas sur une période de 30 ans, là, donc sont moins affectés par la montée des taux. Fait qu'il faut toujours prendre ça avec un grain de sel, il ne faut jamais avoir 100% de certitude, il faut toujours regarder les scénarios qui sont différents du nôtre, ça c'est sûr à 100%, mais malgré tout, l'histoire que racontent les leading indicators ou les indicateurs de premier plan sont clairs. Ils annoncent une récession. Le seul inconnu, selon ces indicateurs-là, c'est quand que ça va arriver. Si tu dans 1 mois, si tu dans 6 mois, si tu dans 9 mois, on le sait pas. Donc c'est là que les indicateurs coïncidents deviennent intéressants. Les indicateurs coïncidents qu'on parle de, par exemple, la production industrielle, on va parler de l'emploi, on va parler de la consommation de détail, on va parler du PIB même. Donc ces indicateurs-là démontrent c'est quoi l'économie d'aujourd'hui, l'économie actuelle en temps réel. C'est elle qu'on doit regarder. Moi, personnellement, le gros focus que j'ai, c'est 2. Le premier, c'est l'emploi, donc l'emploi et chômage que je regarde de façon attentive. Et puis, l'autre que je regarde, c'est la consommation de détail. Pourquoi? Mais la consommation de détail dicte 70% du PIB, donc à partir du moment que le citoyen américain est moins en capacité de consommer, ben, on peut s'attendre à ce que ça ait un impact sur le PIB, sur la production, et puis donc que ça puisse, dans le fond, être le début, le précurseur d'un signal de récession donc plus imminent. Donc pour l'instant, il n'y a pas d'inquiétude à avoir en soi. Par contre, on a vu quand même une détérioration des données d'emploi. On le voit avec la montée du chômage aux États-Unis, passé de 3,4, on est rendu à 4,1%, donc il y a eu une montée. D'ailleurs, je fais référence à mon billet de la semaine dernière dans laquelle j'explique c'est quoi la règle de SAM, S-A-H-M, qui prend dans le fond la moyenne du chômage sur 3 mois, la compare à la moyenne sur 12 mois, puis quand il y a une montée de 0,5% de la moyenne 3 mois sur la moyenne 12 mois, ça a été précurseur 100% du temps d'une récession, on est à 0,43%, donc on se dirige tranquillement pas vite vers ça. Donc, quand même, il faut faire attention. Donc, mais c'est pour ça que moi aussi, j'aime ça, regarder, oui, les données macro, c'est intéressant, ça nous permet de voir où ce qu'on se situe dans la toile, puis où ce qu'on se situe dans la dynamique au niveau de l'économie. Mais je regarde beaucoup l'analyse technique, là. Je pense que c'est quelque chose qui est absolument nécessaire et important, parce que sinon, on peut rater des belles opportunités. Présentement, bien évidemment, le marché a connu des très très grosses hausses. Là. On regarde le SP500, le Nasdaq. Par contre, comme j'ai mis dans plusieurs billets, je trouve que c'est pas quelque chose qui a un breadth qui est large, donc c'est très concentré sur quelques titres. C'est pour ça que c'est les grosses capitalisations qui ont surtout profité et les titres semi-conducteurs suite à la montée incroyable de Nvidia avec leurs revenus et leurs marges brutes qui ont explosé. Donc, ces titres-là ont vraiment pris une grosse partie du capital. Puis c'est normal, quand tu es dans un contexte de montée des taux, le monde ne veut pas prendre de risques. C'est des grosses compagnies qui ont des beaux bilans, ils ont beaucoup de liquidités, ils ne sont pas affectés par les taux d'intérêt, autant que les petites capitalisations. Donc, quand on regarde le Russell 2000, par exemple, qui est un indice des 2000 plus petites
capitalisation boursière du Russell. Aux États-Unis, on voit que les autres n'ont pas performé du tout là, depuis la montée des taux de la Fed en 2022. Donc, c'est ça, on peut voir la logique derrière ça, pourquoi que le Mag 7 et puis les titres comme Nvidia ont pu profiter autant. Là. Ça a vraiment été très, très concentré sur la technologie. Tout ça a changé un petit peu, ça a commencé à changer la semaine dernière sur le print d'inflation qu'on a pu voir au niveau du CPI. On a pu même voir de la déflation sur une base mensuelle avec une lecture de moins 0,1%. Annualisé, ça donnerait moins 1,2% annualisé. En bref, toutes les données étaient sous les attentes, puis les données d'emploi sont demeurées quand même robustes. Fait que pour le marché, il a vu là un atterrissage en douceur, il a vu là une très forte probabilité que la Fed baisse les taux, puis on le voit même dans les contrats à terme où ce que le marché a price in 90% et plus de chances qu'il y ait une baisse de taux de 25%. De 0,25%, au mois de septembre 2024. Là. Donc, évidemment, on a vu quand même un certain pivot là, de tout ce capital-là qui est passé des Mag 7 qui est allé dans le Russell 2000. Je le vois et je le montre aussi avec le graphique. Il y a eu un gros gap-up jeudi matin en ouverture des marchés. Là, le Russell a surperformé le SP500 de plus que 3%, la différence entre les deux. Je montre aussi un graphique hebdomadaire du ratio entre le IWM, qui est le ticker, si on veut, du Russell 2000, que je divise par le SP500, puis on voit qu'on est dans une structure falling wedge, qui est une structure qui peut devenir bullish, là, donc dans le sens que s'il y a un breakout, une brisure de la résistance oblique sur le dessus, habituellement c'est bon signe, c'est haussier comme signal. Et puis j'ai mis la cible de ce que ça pouvait donner si jamais ce scénario-là se jouait. On voit qu'il peut y avoir des très beaux gains dans le Russell. Donc on peut penser que les compagnies qui sont de qualité dans les petites capitalisations pourraient vraiment bénéficier d'une belle dynamique haussière parce qu'il ne s'est absolument rien passé là, dans les petites capitalisations là, dans les 2 dernières années. Donc pour moi, c'est une opportunité, assurément. Je montre aussi le graphique du Russell 2000 en soi, où on a dépassé une résistance très importante qui était à 211. On a atteint 213. Donc 211 était une confluence de résistance des anciens hauts. Et puis aussi d'une zone de retracement, là, donc une confluence de 2 résistances. On l'a percé quand même assez facilement cette semaine. Donc on pourrait s'attendre à ce que le mouvement aussi continue dans la prochaine semaine, sauf s'il y a des données économiques qui viennent changer la donne ou la dynamique. Autre point, je montre un graphique qui démontre un peu une corrélation entre le Russell 2000, donc le IWM, et les altcoins, qui sont toutes les cryptos sauf le Bitcoin. Puis on voit quand même qu'il y a une certaine ressemblance, là, ce qui n'est pas anormal ou ce qu'on peut penser qui peut être logique, parce que quand le monde sont dans un contexte où ils veulent prendre du risque financier, ils peuvent le faire autant dans le domaine de la crypto que dans le domaine des petites capitalisations. Donc le fait que le Russell a brisé pourrait annoncer un certain rallye dans les altcoins. Puis le XRP puis le Cardano, je trouvais qu'ils ont eu des belles sorties de structure weekly encore en falling wedge, de la même façon que je n'ai parlé tantôt. Donc pour moi, c'est un bon signal comme quoi qu'on pourrait voir un beau momentum haussier. Là. Donc c'est ça que je voulais dire pour le billet de cette semaine. Puis c'est pas à cause qu'on suit la macro, qu'on participe pas au rallye, qu'on prend pas des positions. Il y a une partie là-dedans qu'il faut regarder l'analyse technique, il faut regarder le momentum, il faut regarder le volume, et puis on peut participer quand même à ces différents rallyes-là, prendre des positions. C'est juste qu'il faut le faire avec toujours une pensée que, à un moment donné, ça peut être la fin du party. Là. À un moment donné, ça se peut qu'il y ait des données économiques qui viennent confirmer le scénario qu'on envisageait. Il faut être prêt, il faut avoir un plan, il faut savoir quel produit qu'on va prendre à ce moment-là. Ça ne veut pas dire on sort tout notre argent de la bourse puis qu'on s'en va tout mettre ça en dessous du matelas, là, c'est pas ça. Il faut juste avoir certains plans qui nous permettent de protéger nos capitaux puis de pouvoir bénéficier des opportunités que la correction du marché associée à une récession va nous amener. Parce que historiquement, quand il y a une récession, le marché y écope. Est-ce que ça va changer dans le futur? Est-ce que l'intelligence artificielle va changer la dynamique? Moi, je pense pas. J'agis en conséquence, donc des données du passé. Et puis, c'est ça la base du framework Vision Macro Trading. On regarde on est où dans le cycle, on agit en conséquence, mais on regarde surtout les données coïncidentes à ce stade-ci, l'emploi, la consommation au détail, et puis on regarde l'analyse technique,
on regarde les graphiques. Je vous invite à suivre le channel YouTube. On va commencer à faire des vidéos un petit peu plus fréquemment. Donc, vous pouvez vous abonner en bas, c'est un tout nouveau channel. Je vais mettre aussi le lien vers le Substack plus bas. N'hésitez pas à faire un like et puis à partager la vidéo si vous trouvez qu'il est de qualité. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée.